Bonjour. Je suis très content d'ouvrir le séminaire Approche matérialiste du langage avec un premier cycle qui va être consacré à la notion d'idéologie dans le champ du langage. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Hugo Dumoulin, donc je suis maître de conférence en sciences du langage. Et oui, ça y est, c'est ouvert. En sciences du langage à l'Université Paris-Nanterre et membre du secrétariat de la rédaction de La Pensée, spécialiste d'analyse du discours et en particulier des cadres théoriques de Michel Pêcheux et Michel Foucault. Et je voudrais remercier toute l'équipe de la Fondation Gabriel Péri de nous accueillir, hein, en particulier Louise Gaxi, directrice de la Fondation, ainsi que le reste de l'équipe que je connais pas encore, mais je vous remercie quand même. Et remercier aussi Stéphane Bonnery qui est présent, qui est directeur de La Pensée et qui a accueilli ce numéro Approche matérialiste du langage que Hervé Adamy et moi nous avons coordonné et qui est le support et le prélude du séminaire d'aujourd'hui. Alors pourquoi approche matérialiste du langage? Parce que dans le champ des études du langage, et sans nous limiter aux sciences du langage à proprement parler, mais en partant d'elles, dans le champ du langage, nous avons souhaité donner un espace à des propositions théoriques et descriptives qui se revendiquent de la catégorie de matérialisme, au risque de la polysémie du terme, puisque matérialisme peut renvoyer tout autant à la matérialité des rapports sociaux, dans un cadre qui est celui du marxisme, lequel revendique d'ancrer toute analyse de la société dans une analyse du mode de production de cette société, et en particulier à l'époque industrielle, le rapport capital-travail, la notion d'exploitation. Le matérialisme marxiste, donc, duquel il est question dans ce cas-là, renvoie l'illusion de spontanéité des acteurs sociaux à la matérialité, hein, c'est pour ça que c'est du matérialisme, matérialité d'un système de position économique au sein d'un système social, position différenciée. Mais polysémie du terme aussi, puisque matérialisme peut renvoyer à la matérialité des formes de langue. Formes sonores à l'oral, formes graphiques à l'écrit, formes qui sont organisées en systèmes, qui ont une histoire, celle des idiomes particuliers, le latin, le français, l'espagnol, l'anglais, etc. Un matérialisme linguistique, ou peut-être le matérialisme de la linguistique, qui est de ramener toute pensée et tout discours à son ancrage matériel dans la structure de la langue, c'est-à-dire de rétablir l'opacité du système linguistique devant l'illusion de transparence et de naturalité du sens. Or aujourd'hui, dans la bataille culturelle, osons le mot, qui se joue contre la droite et l'extrême droite, devant la montée de positions identitaires qui tendent à naturaliser les différences sociales ou à les figer dans des différences culturelles, voire même civilisationnelles, il y a lieu de vouloir retrouver ce double matérialisme. Retrouver ce matérialisme comme moyen de ne pas prendre au pied de la lettre les discours identitaires qui circulent dans la société, pour retrouver au contraire ce qui les conditionne, une matérialité sociale et une matérialité linguistique. C'est pourquoi j'ai proposé que la notion d'idéologie soit notre point d'entrée pour un premier cycle de séances de ce séminaire. L'idéologie, c'est bien sûr cette notion que Marx emprunte aux idéologues du XVIIIe siècle, lesquels avaient voulu substituer à la métaphysique une science des idées, tentant d'accomplir par là un premier passage au matérialisme scientifique. Chez Marx, l'idéologie est mobilisée dans sa polémique contre la philosophie critique de son temps, les jeunes hegéliens, Max Stirner, qu'il dénonce comme ce qu'il appelle l'idéologie allemande, laquelle constitue un monde à l'envers, un monde idéaliste, illusoire, qui est en décalage avec la réalité matérielle et sociale. Le concept d'idéologie a donné lieu, dans la tradition marxiste, à ce qu'on peut appeler le problème du reflet. L'idéologie est-elle une pure fantasmagorie, un reflet des conditions sociales, à chaque classe son idéologie? Est-elle un reflet déformé des conditions sociales? Les marxistes ont beaucoup débattu sur cette notion de reflet. Certains ont parlé de reflet sans miroir. C'est un point de nœud de la question d'idéologie. Et ces réflexions ont notamment donné lieu au travail d'Althusser, de Louis Althusser, qui, dans La Pensée, en 1970, a publié un texte revendiquant de développer la théorie marxiste de l'idéologie, proposant la définition suivante. L'idéologie a pour fonction de représenter le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence, c'est-à-dire au rapport de production. On sait que Michel Pêcheux, fondateur de l'analyse du discours en France, en tout cas, et participant à la fondation, en fera un concept central de son programme de recherche sur le discours, et nous allons sûrement y revenir.
Donc la notion d'idéologie, moi, m'a semblé un point de relance du dialogue qui avait été noué dans le numéro Approche matérialiste du langage. Et en effet, nous y avions fait travailler ensemble analystes du discours et sociolinguistes, donc des représentants de deux disciplines qui se préoccupent de l'articulation précisément entre matérialité linguistique et matérialité sociale, dans un champ qu'on pourrait appeler celui de la linguistique sociale, qui est volontiers d'inspiration marxiste. Ce dialogue n'est pas nouveau, hein, et notamment dans le numéro, on a pu retracer un peu l'histoire et rappeler l'histoire d'un des grands moments de cette discussion qui a été celui du CERM, donc le Centre d'études et de recherche marxiste du PCF, dans les années 70, qui avait une section de linguistique dans laquelle discursivistes, sociuriens, sociolinguistes, sous la bannière du marxisme, si on peut dire, ont débattu, ont dialogué, essayer de définir les contours de ce qui pourrait être une linguistique sociale en étant souvent pas d'accord. Et c'est ce que montrent d'ailleurs les textes qu'on a publiés dans ce numéro, que je vous encourage à lire, hein, deux textes d'archives, un de Pécheux et Gadet, un autre de Louis Guépin. Alors, Michel Pécheux et Françoise Gadet d'une part, Louis Guépin d'autre part, des textes de débat, mais des textes parfois véhéments, mais des textes moins particulièrement passionnants du point de vue de la construction d'un objet d'étude ou d'une articulation entre matérialité linguistique et matérialité sociale. Et on est aussi revenu d'ailleurs sur cette histoire à travers l'entretien mené auprès de Jacqueline Autier-Rebus, qui se trouvait être la secrétaire de la section linguistique du CERN, où tous ces chercheurs et militants débattaient. Donc, reprendre ce dialogue, à partir de la notion d'idéologie, c'est poser plusieurs questions. Déjà, se demander si elle a eu les mêmes effets dans l'une et l'autre des disciplines, en analyse du discours, en sciences, en sociolinguistique, sociologie du langage. Est-ce qu'elle est mobilisée massivement? Est-ce qu'elle l'a été? Est-ce qu'elle l'est plus? Est-ce qu'elle est au contraire peut-être un obstacle? Est-ce que certains préfèrent penser en dehors de cette catégorie d'idéologie? Euh, et est-ce que si jamais elle est mobilisée, est-ce qu'elle est attachée au même phénomène? Hein, chez Pêcheux, c'est dans le discours que l'idéologie, on va chercher à la penser. Peut-être qu'en sociolinguistique, la notion de discours n'a pas le même statut, peut-être que la notion de norme va être peut-être un angle d'attaque. C'est des questions que je voudrais poser, ouvrir et poser à nos invités et qui, à mon avis, permettent de relancer les discussions qui ont été ouvertes et de les prolonger et d'inviter ensuite dans de prochaines séances d'autres chercheurs dans d'autres disciplines. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, hein, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs chercheurs spécialistes d'analyse du discours et de sociolinguistique. Josiane Boutet est professeure émérite de sciences du langage à l'Université Paris 4. Et Josiane Boutet a contribué à fonder tout simplement la sociolinguistique en France, et notamment autour de la revue Langage et Société. Elle a été à l'origine, en particulier, du groupe de travail Langage et Travail, qui était consacré aux pratiques langagières. Pratique langagière, c'est son concept. Pratique langagière en situation de travail. Hervé Adamy, qui nous suit en visioconférence, est professeur de sciences du langage à l'Université de Nancy. Hervé Adamy est sociolinguiste et didacticien. Il s'est intéressé aux productions linguistiques en contexte de ce qu'il a nommé, en particulier, l'insécurité langagière. Et il a co-dirigé récemment un ouvrage collectif, pardon, sur la question des usages politiques et peut-être idéologiques, justement, de la notion de plurilinguisme par certaines institutions. Peut-être qu'il nous en reparlera. Évidemment, Hervé a aussi co-dirigé le numéro Approche matérialiste du langage. Il pourra nous en parler aussi. Enfin, Frédéric Citry est professeur de sciences du langage à l'université de Créteil. Frédéric Citry est analyste de discours. Elle s'intéresse aux usages de la notion de genre de discours, mais aussi aux usages langagiers en situation professionnelle, aussi bien à l'oral, dans la suite de sa thèse et de l'ouvrage qui en a suivi, qui se nomme L'objet du débat, mais aussi à l'écrit, et en particulier dans le cadre donc, du projet de recherche collectif Archivu, consacré à des écrits institutionnels et professionnels. Donc voilà, trois invités spécialistes de leur discipline et spécialistes de la question, du coup, de l'articulation entre matérialité linguistique et matérialité sociale, à qui j'ai proposé de travailler sur sur ce numéro et ensuite de re-rentrer dans la discussion à travers cette notion d'idéologie. Trois chercheurs à qui je vais maintenant donner la parole. Et je propose peut-être que Frédéric, tu commences.
J'ai combien de temps? Bien, on a une séance de 3 heures. Je pense qu'il faut laisser quand même le temps à la discussion avec la salle et avec éventuellement les gens qui nous suivent en visioconférence. Donc, je pense que tu peux entre 30 et 40 minutes, Ah bon, je c'est pense bon ça. parce que moi, Oui. je peu moins, donc, Bon, ben, ça, enfin, je veux dire, voilà, bien sûr. ouais. Alors, merci. Alors moi, j'ai un diaporama, ça doit être mon côté très universitaire. C'est vrai qu'on a du mal. C'est surtout parce que j'ai des citations et des exemples. Donc, je remercie Hugo Dumoulin et la Fondation Gabriel Péry pour cette invitation et pour avoir lancé aussi ce séminaire qui peut être donc l'occasion d'un dialogue à l'intérieur des sciences du langage sur des bases communes peut-être. Donc, moi, je travaille effectivement en analyse du discours à partir de la linguistique. Je suis pas vraiment, enfin, comment dire, je ne manie pas vraiment de façon explicite, on va dire, la notion d'idéologie, même si peut-être sans le savoir, je la rencontre. Et voilà, donc sans vous dire des choses, enfin, en tout cas, cette partie-là n'est pas du tout théorisée, en fait. Enfin, jusqu'à présent, mais ceci dit, j'ai essayé justement pour ce séminaire assez rapidement, hein, je dois dire, mais disons d'essayer de faire un petit peu le point sur ce qu'on pouvait comprendre par idéologie dans le domaine de l'analyse du discours un petit peu élargi. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord effectivement essayer de proposer différentes façons de concevoir l'idéologie. Enfin, je vais prendre trois courants, on va dire, d'analyse du discours avec peut-être trois approches un petit peu différentes. Et puis ensuite, je proposerai une étude de cas, enfin des études de cas, des exemples qui sont tirés donc euh, de, des travaux que j'ai pu faire, de recherches que j'ai pu faire, et qui représenteraient les formes discursives de l'idéologie, en fait, quelles peuvent être les manifestations langagières discursives de l'idéologie. Alors, tout d'abord, l'analyse du discours peut être en deux mots. Comment on pourrait définir l'analyse du discours, hein? C'est effectivement un domaine des sciences du langage qui s'intéresse à la relation entre une production verbale, hein, je dis production verbale pour pas redire discours ou texte, hein, que ça soit écrit ou oral, et disons son contexte socio-historique. Voilà, donc il y a dans l'article, j'avais fait un petit panorama des différentes façons de concevoir ce contexte, mais là, je repars directement de plutôt un contexte socio-historique. Euh, du coup, on pourrait considérer effectivement que l'analyse du discours est concernée d'assez près par cette question de l'idéologie, parce que dans ce contexte socio-historique, effectivement, il y a de l'idéologie et on peut considérer que non, alors là, peut-être pas tout ça, parce que moi, je lui ai dit ça. Voilà, parce qu'en fait, j'aimerais d'abord présenter, parce que sinon, ça va être incompréhensible, je crois. Donc, on peut considérer que le discours, c'est assez, comment dire, intuitif de dire que le discours participe à la circulation, à la construction d'idéologies et des idéologies. Donc, quand tu parlais des discours d'extrême droite, on pourrait dire, ben voilà, le discours d'extrême droite véhicule construit une idéologie d'extrême droite, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez intuitif. Et par ailleurs, effectivement, la notion d'idéologie occupe une place centrale dans certains courants de l'analyse du discours, que ce soit chez Michel Pêcheux, dont on a parlé. Je parlerai aussi du courant qu'on appelle la critical discourse analysis. Et d'ailleurs, une question qui, moi, m'intéresse pas mal et qui est aussi reliée à ce que tu as dit sur justement le discours d'extrême droite, c'est en quoi est-ce que, comment dire, l'analyse du discours peut mettre en évidence des idéologies d'une part, et en quoi est-ce que ce dévoilement peut contribuer à modifier effectivement d'une quelconque façon la réalité, hein. En tout cas les façons de penser des gens et les faire changer d'avis, etc. Donc ça, c'est une question qui est un petit peu annexe, mais quand même qui peut peut-être
enfin, en tout cas, me semble pouvoir être posée dans ce cadre-là. Donc, en analyse du discours, en linguistique, il me semble que idéologie fait partie d'un paradigme où je mettrais justement représentation, idées reçues. On parle aussi de stéréotypes, de sens commun. Il y a des collègues qui ont travaillé sur le sens commun. En fait, on pourrait faire un travail un petit peu sur tous ces ou bien encore doxa, hein, la notion de doxa. Donc, j'y reviendrai. Voilà. Donc, il y a effectivement un paradigme. Et d'une façon, là encore, assez intuitive, on pourrait considérer tout d'abord que effectivement, l'idéologie, c'est un ensemble d'idées, d'opinions, des systèmes de pensée, en particulier propres à un groupe, hein, et un système de pensée qui serait véhiculé par le discours, particulièrement des discours politiques ou des discours de presse. Et donc, dans ce cadre-là, l'analyse du discours aurait pour objectif de dévoiler, de décrypter, hein, ces idéologies. Ça, il me semble que c'est la position d'un courant plutôt anglo-saxon, hein, qui s'appelle la Critical Discourse Analysis, avec des chercheurs comme Ruth Wodak, hein, qui travaille pas mal sur les discours racistes, ou Norman Fairclough, qui a travaillé sur l'évolution néolibérale de l'éducation, ou encore Teun van Dijk, bon, qui lui ajoute une dimension cognitive. Alors, j'ai repris cette position peut poser un certain nombre de questions. J'ai repris un article de Teun van Dijk de 2006, hein, qui porte spécifiquement sur cette question de l'idéologie. Et donc, dans cet article, hein, il dit que le discours idéologique est organisé par une stratégie générale de représentation positive de soi et de représentation négative des autres. Alors là, du coup, c'est la première diapositive où j'ai mis en plus, j'ai pas mis. Donc, il dit que nous empruntons, je vais dire, nous, voilà, il dit donc, nous supposons donc que le discours idéologique est généralement organisé par une stratégie générale de présentation positive de soi et de présentation négative des autres, donc dénigrement. Il y a une opposition entre eux et nous, et l'idéologie est abordée en termes de stratégie discursive tout à fait consciente, hein. Et comme exemple, il analyse un éditorial du Sun, un journal de droite, qui critique un rapport de gauche proposant des solutions pour réduire les inégalités. C'est donc un texte argumentatif, c'est un éditorial, hein, qui oppose explicitement deux positions politiques. Et donc, l'analyse qu'il propose, ça va être une analyse de tous les procédés linguistiques, hein, depuis les sonorités jusqu'au lexique, aux structures rhétoriques, aux structures argumentatives, par lesquelles cet éditorial donc critique la position adverse. Alors, ce type d'approche est, me semble-t-il, assez caractéristique de ce courant, hein, d'après ce que j'ai pu voir, et disons que ça me pose un certain nombre de problèmes, parce que, alors on a d'abord, l'idéologie apparaît comme étant tout à fait consciente, en fait, hein. L'éditorialiste du Sun, il a une position voilà, qui est la sienne, et il va critiquer la position adverse. C'est l'affrontement donc entre deux systèmes de pensée. Il y a aussi un certain risque de circularité, puisque effectivement, on prend un discours de droite pour montrer qu'il est de droite, disons. Et puis, il s'agit de montrer comment est-ce que l'intention de l'auteur, on a une approche un peu littéraire en fait, hein. Voilà, on fait une explication de texte et on montre comment est-ce que l'intention de l'auteur se manifeste dans le texte. Et donc, on a effectivement ici une certaine conception du discours comme étant le reflet, en fait, et le véhicule, effectivement. Enfin, le discours est un reflet, la langue véhicule. Donc, effectivement, on perd la matérialité, pour moi en tout cas, du discours et de la langue. Et je ne sais pas trop non plus s'il y a une matérialité de l'idéologie, hein, quand on parle de système de pensée. Donc, ils sont là, en fait. Voilà. Alors ensuite, j'ai essayé de regarder aussi du côté de la notion de doxa, parce qu'à un moment donné, il m'a semblé que dans certains travaux, la doxa pouvait être là à la place de l'idéologie, en fait.
parce que peut-être aussi que le mot idéologie est un peu connoté justement comme étant politique, etc. Et que du coup, doxa, voilà. On trouve d'ailleurs cette notion de doxa en linguistique, par exemple, dans des approches sémantiques. On va parler des doxas qui sous-tendent, par exemple, un raisonnement ou des approches argumentatives. Hein. Donc, c'est une notion qui est vraiment utilisée, qui est vraiment travaillée dans un sens, là encore, un peu vague quand même, hein, au sens de représentation, d'idées, de valeurs consensuelles aussi. Hein. Donc, François Rastier sur lequel je vais m'appuyer, parle de normes sémantiques partagées. Hein. La doxa, c'est un peu ce que tout le monde pense, et d'ailleurs, je pense que c'était comme ça, en fait, chez Aristote, hein, c'est-à-dire doxa, le paradoxe, etc., avec cette dimension-là. Donc, j'ai trouvé un article de Rastier paru dans Langage en 2008 qui s'appelle Doxa et sémantique de corpus, qui est tout à fait intéressant. Donc, François Rastier, c'est un sémanticien qui, en fait, d'une certaine façon, comment dire, essaye de produire une théorie, je dirais, enfin, j'espère ne pas dire de bêtises, mais du sens, en quelque sorte, en essayant de voir comment est-ce que le sens se construit à différents niveaux, en fait, celui du texte, celui des genres de discours, celui des ensembles de genres, etc. Et voilà, donc à partir de la notion de sème, de grémace, hein, donc voilà, c'est une théorie sémantique, mais euh, qui rejoint par certains côtés l'analyse de discours, puisqu'il prend en compte les genres, les champs génériques. Et donc, dans cet article, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il va poser explicitement la doxa comme étant l'équivalent dans le champ linguistique de la notion d'idéologie, qui lui relèverait de la sociologie. Donc ça, c'est la diapo suivante où j'ai mis encore beaucoup de choses. Du coup, il y a ce tableau-là qui est assez intéressant où effectivement, on voit bien que pour lui, idéologie, ça relève de la discipline sociologie. Et doxa, ça serait pour la linguistique. Hein. Donc, il y a quand même cette équivalence qui est faite. Et ce qui est également intéressant, donc on voit bien que pour lui, doxa remplace effectivement idéologie pour ce qui est de la linguistique. Ce qui est également intéressant, c'est que il va montrer comment est-ce que la doxa, c'est une pensée assez systématique. Hein. Donc, vous voyez, il y a les champs discursifs, les champs génériques, plutôt les discours, les champs génériques, les genres. Et donc, la doxa se situe à ces différents niveaux. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait une doxa transdiscursive, hein, donc qui imprègne en quelque sorte tous les champs génériques, tous les discours. Et il dit que c'est ça qui correspondrait le mieux à ce qu'on appelle informellement l'idéologie. Cependant, il poursuit en disant cependant, il n'est aucunement certain qu'une même doxa, même réduite à une poignée de préjugés ou de topoi, se retrouve dans tous les discours. Hein, donc voilà. Euh, Ce qui l'amène aussi à mettre en évidence une propriété de cette doxa, c'est l'existence qui me semble intéressante, c'est l'existence de doxa alternatives ou contre-doxa. Il dit des doxas alternatives ou opposées rivalisent et s'affrontent au sein d'un même univers culturel. Euh, Ce qui est intéressant ici, alors bien sûr, la question là encore de la matérialité de cette doxa n'est pas thématisée, on va dire, hein, voilà. Le lien aussi avec la matérialité langagière, bon, c'est pas tout à fait travaillé non plus, mais ce qui est intéressant ici, c'est on voit comment il y a cette équivalence entre doxa et idéologie, et puis on voit aussi comment il y a cette idée d'affrontement, en fait, hein, qui me semble intéressante. Alors, le troisième modèle, le troisième modèle, il y en a sans doute plein d'autres, mais voilà, je me suis arrêtée là-dessus un petit peu parce que voilà, c'est bien sûr celui qui est proposé par Michel Pêcheux, hein, dont Hugo a déjà parlé et qui part, lui, comme il l'a dit, de la conception d'idéologie développée par Althusser dans la suite de Marx. Hein. Donc là, on a effectivement un ancrage qui est explicitement marxiste, on va dire, matérialiste, hein, donc les rapports de production, comme on l'a dit, la place du sujet dans les rapports de production, etc. Et donc, Michel Pêcheux, qui en fait part de là quand même pour aller vers l'analyse du discours et vers la linguistique, hein, il va s'intéresser à quand même la matérialisation discursive de l'idéologie. Et après une première tentative où il essaye de dégager des domaines sémantiques correspondant à des formations idéologiques, hein, donc on a une certaine
sorte d'homologie, on va dire, entre le discours et les formations idéologiques. Et puis, en fait, bon, Hugo l'a très bien montré dans sa thèse, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, il va aller de plus en plus vers la linguistique et vers la matérialité de la langue, en essayant de montrer comment est-ce qu'il y a dans le discours des formes de langue qu'il appelle des préconstruits, qui sont des formes langagières, qui sont la manifestation, la trace implicite de ces formations discursives qui sont elles-mêmes liées à des formations idéologiques. Bon, il y a tout un appareil en fait théorique, mais ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, bon, comment dire, c'est un petit peu aussi dans cette, enfin, c'est dans cette tradition que je me situe aussi, hein, c'est que effectivement, il y a une matérialité de l'idéologie et une matérialité du discours qui passe par la matérialité de la langue, c'est-à-dire qui sont donc ces formes de préconstruits. Ce qui est important aussi, c'est que ici, l'idéologie est vraiment de l'ordre d'un implicite inconscient, en fait, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de maîtrise euh, du sujet sur ces formes langagières qu'il va éventuellement produire. Donc, alors ça, c'était la diapo suivante, mais c'est pas grave, voilà. Du coup, la dernière diapo, ce que j'avais essayé de relire, de de proposer comme synthèse à partir de ce parcours un peu minimal, c'est que l'idéologie donc semble explicitement reliée à quelque chose de politique, à un état des relations économiques et sociales, à des institutions. Donc, euh, elle semble masquer, cacher, implicite. L'idée aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un conflit, d'un rapport de force, d'un conflit. On parle d'idéologie dominante, idéologie dominée, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, enfin voilà, dans ce parcours, on voit qu'il y a toujours cette idée de confrontation en quelque sorte, hein. Donc, à partir de là, le deuxième point, c'est donc montrer en quelque sorte hein, quelques formes discursives de l'idéologie. Euh, la première forme, donc ça sera la diapo suivante si on veut, oui. La première forme, c'est donc ce que on appelle en analyse du discours, ce que Pécheux et Paul-Henri ont mis en évidence comme étant le préconstruit, en partant d'une opposition qui existe entre les propositions relatives restrictives et appositives. Donc, je vais partir de cet exemple de Pécheux, hein, qui est assez, enfin, que je reprends souvent en cours parce qu'il est assez parlant. Le gouvernement Barre se préoccupe des chômeurs qui cherchent un emploi. Donc, les chômeurs qui cherchent un emploi, la première chose à faire, c'est de savoir si on parle des chômeurs qui, par définition, cherchent un emploi. Donc, la relative n'apporte aucune information, si ce n'est qu'elle définit ce que c'est qu'un chômeur, c'est quelqu'un qui cherche un emploi. D'ailleurs, dans ce cas-là, on ne voit pas trop pourquoi on aurait la relative. Et donc, il y a une deuxième interprétation possible qui est que il y a des chômeurs qui cherchent un emploi et donc du coup des chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi. Et donc ça veut dire que la relative effectivement construit un objet qui est partitionné entre dire les bons chômeurs qui cherchent un emploi et les mauvais chômeurs. Et on voit que effectivement toute une file de discours peuvent suivre de cette enfin, j'aime bien cet exemple parce que je trouve qu'il est très actuel en plus. C'est-à-dire, on voit bien il y a tout un débat. Voilà. Et donc là, du coup, on serait obligé en quelque sorte d'admettre cette partition. Et donc là, donc, enfin, il y a beaucoup de textes là-dessus, mais j'ai retrouvé un article de Jean-Marie Marandin hein, qui travaillait avec Michel Pêcheux, enfin, qui a fait sa thèse aussi avec Michel Pêcheux, et qui dit on a préconstruit lorsque le différentiel interprétatif recoupe une différence dans une construction idéologique. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a effectivement deux interprétations possibles et que cette double interprétation eh bien, correspond à une construction idéologique qui est partitionnée, elle aussi, entre plusieurs acceptions des chômeurs et dans une partition, par exemple, du groupe des chômeurs.
Et il dit l'efficace est alors maximale puisque la différence se présente dans les formes telles que la langue force à les interpréter. Donc là, on voit qu'il y a aussi ce qu'il dit ensuite, hein, il y a une dimension un peu inconsciente. Hein. Il dit l'entreprise est donc distincte des théories de la persuasion rhétorique, des théories de l'usage du langage, théorie de la performance pragmatique linguistique ou d'une linguistique de l'énonciation. On peut la rapprocher de l'entreprise contemporaine de la psychanalyse, définie comme théorie de l'efficace du langage dans le sujet, à condition de maintenir ce qui les distingue et qui tient au plan de réalisation de l'efficace, la théorie du préconstruit loge l'efficace dans la langue, alors que la psychanalyse le place dans le signifiant. Bon, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette dimension. On n'est pas dans l'argumentation, la persuasion consciente, etc., mais on est dans quelque chose qui va effectivement s'imposer au sujet. Alors, il y a beaucoup de choses aussi là-dessus dans la thèse de Hugo, mais c'est un article que j'avais lu il y a longtemps, moi, pour ma thèse, que j'ai repris, et tout à coup, ça m'est apparu dit aussi de façon extrêmement claire. Donc, ce que j'en retiens ici, c'est que effectivement, cette notion toujours de différentiel interprétatif, euh, le fait que tout préconstruit n'est pas idéologique aussi, ça c'est intéressant. Il y a aussi euh, donc il y a ce différentiel interprétatif, ce qui veut dire aussi que la différence est un biais pour saisir l'idéologie. Et donc, en analyse du discours, en fait, on a une perspective méthodologique, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des données, effectivement, et on va construire des corpus. Et du coup, ça peut être aussi, comment dire, une méthode hein, de produire ces différences, justement, pour faire apparaître éventuellement des phénomènes qui relèvent de l'idéologie, en fait. Hein. Ça renvoie aussi à ce que disait Rasty sur la doxa et l'existence de plusieurs doxas différentes, voire antagonistes. Alors, je vais donner d'autres exemples, donc, puisque on travaille effectivement dans le cadre d'un projet sur des comptes rendus de conseils d'université de 1971 à 2018. Hein. En particulier, donc pour l'instant, on travaille surtout sur les comptes rendus de CA de l'Université de Nanterre. Ce sont donc des discours qui sont des discours professionnels, mais enfin aussi des discours institutionnels, surtout les comptes rendus de conseils d'administration. Hein, il y a une dimension institutionnelle. Et donc, avec Hugo et Ricardo qui est là, on a commencé à faire un travail sur les relatifs. Donc, j'ai pris quelques exemples ici qui sont intéressants. On a vu apparaître justement des ambiguïtés comme ça. Hein. Donc, par exemple, les réunions de la commission n'avaient pas pour seul objet de réfléchir au financement extérieur qui permettrait d'augmenter le budget de l'université. Donc, est-ce que c'est par définition que les financements extérieurs permettent d'augmenter le budget de l'université ou bien est-ce que ceux particulièrement qui permettraient d'augmenter le budget de l'université ou bien des financements extérieurs tels qu'ils permettraient. Donc, on voit que ici, on a quand même, nous qui sommes à l'intérieur de l'université, hein, on est très concernés pour cette idée des financements extérieurs et on voit ici, voilà. Alors, il y a la deuxième aussi qui est beaucoup plus facile, les mouvements étudiants qui ont manifesté leur désaccord. Donc, il m'exprime son accord avec les mouvements étudiants qui ont manifesté leur désaccord suite aux différentes moutures du projet de réforme. Hein. Donc, on voit bien que là, on a une partition assez classique. Et puis, j'ai aussi noté le troisième exemple qu'on a étudié dans un autre cadre. Hein. On s'intéressait à l'usage de selon dans ces comptes rendus. Monsieur D, qui est un membre de l'UNEF, prend la parole. Hein. Bien que considérant que la formation continue constitue une nécessité, Monsieur D donc signale que l'UNEF-ID s'abstiendra en raison du mode de fonctionnement du CEP qui pratique selon lui des coûts de formation exorbitants. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que Monsieur D signale que, donc on sait que c'est lui qui parle, d'accord, mais la relative, le rédacteur a rajouté selon lui, d'accord, et on voit bien que ce rédacteur qui est disons anonyme, qui n'apparaît pas du tout dans son texte, hein, eh bien ici, ce selon lui, en fait, sert à dire que c'est bien lui qui dit ça, que le CEP pratique des coûts de formation exorbitants. Et donc, on voit apparaître ici une trace de l'énonciateur, en fait, hein, sur laquelle je reviendrai un peu plus loin.
Alors, donc la deuxième, ça c'était sur le préconstruit, hein. Dans le préconstruit, on pourrait dire d'une certaine façon que la différence, elle est dans la forme de langue. C'est la forme de langue qui produit un objet différencié en quelque sorte, hein. Mais on peut aussi, enfin l'idée c'est qu'on peut aussi élargir le champ des formes à étudier à condition justement de s'intéresser à ces moments d'opposition, de conflit. En particulier, il y a des conflits sur le lexique. Alors ça, c'est bien connu, hein, les mots enfin, chacun a son mot. Bakhtin, le mot est une arène politique, etc. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en analyse du discours là-dessus. Et donc, ce contexte différentiel, il peut apparaître par, en particulier, la construction de corpus contrastifs, hein. Par exemple, dans les comptes rendus de CA, on peut étudier l'évolution du vocabulaire. Alors, c'est ce qu'a fait, par exemple, André Salem, qui a travaillé sur l'évolution des termes travailleurs et salariés dans les congrès, en particulier de la CFDT. Et il travaille en lexicométrie et on voit les courbes qui s'inversent, hein. C'est-à-dire que travailleur descend, salarié monte. Et donc ici, on a l'évolution dans le temps, montre l'évolution du vocabulaire. Et bien entendu, ce qu'il explique, c'est que travailleur et salarié, ça n'appelle pas les mêmes contextes, c'est pas la même représentation, enfin, pas la même idéologie, on pourrait dire. Alors dans ma thèse, effectivement, moi j'ai travaillé sur des contextes comment dire, des contextes de réunions tripartites. En particulier, il y avait un comité d'entreprise d'une usine, d'une grande entreprise. Et dans ce comité d'entreprise, les représentants syndicaux dénonçaient un plan de licenciement qui ne disait pas son nom, d'accord, hein, c'est-à-dire que la direction incitait des salariés à partir en pré-retraite, mais il n'y avait pas de plan de licenciement, ce n'était pas explicite, etc. Donc voilà, il y a tout un débat. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir deux catégorisations de la situation, de ce que j'appelle l'objet de discours, hein, qui vont être proposées, celle du représentant CGT et ensuite celle de la direction. Et donc, le représentant, alors ça va être un peu compliqué à suivre, mais bon, je vous dis juste ce qui est en gras, hein. Donc, il commence à dire sur ces feuilles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de licenciements ou de licenciements gré à gré, souvent, ou alors de démissions, pareil. Et il dit, ça, ces gens-là, je lis que ce qui est en gras, hein, parce que voilà, et ça, ces gens-là, ils partent avec certains avantages, on leur fait un petit calcul, etc. Et puis, à la fin de la page, là, donc, on dégraisse tranquillement, comme ça, on a de l'argent pour dégraisser tranquillement. Voilà. Alors ensuite, vous avez la déléguée CFDT qui reprend, etc. Et puis, vous avez donc un autre délégué qui dit, en fait, c'est un dégraissage quand même. Alors, la déléguée CFDT qui dit, je sais pas. Si, c'est un dégraissage de l'effectif. Et puis après, le président, le directeur de l'usine va dire, la société a toujours dit en CCE que son problème était d'adapter le potentiel aux charges, l'effectif aux charges. Et ensuite, ça va continuer. Là, c'est écrit tout petit, mais je vous dis simplement ce qui est bon. Et le président donc va dire, c'est sûr qu'on dégraisse, hein, c'est bien un dégraissage, donc partiellement. Donc ça, c'est en fait c'est le représentant comment on appelle ça à l'époque, c'était le directeur du personnel, hein, qui dit ça. Donc en fait, il accepte les mots du délégué CGT, hein. Et puis ça va continuer sur le plan de charge, hein, le plan de charge, etc. Et à la fin, il va dire, c'est pour ça que bien que l'on dégraisse, si vous voulez prendre ce terme-là, si vous voulez, c'est une adaptation à droite et à gauche des besoins. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'interaction, on voit comment d'abord, il y en a un qui propose un mot, et puis l'autre qui le reprend, mais il dit voilà, et donc la discussion va aboutir à finalement, c'est une adaptation. Évidemment, entre dégraissage et adaptation des effectifs, on n'est pas dans la même logique, hein, parce qu'on a un mot syndical, dégraissage, et on a un mot un peu, en plus, adaptation, c'est positif, hein, c'est bien de s'adapter, hein, donc du coup, on a un mot un peu plus technique, hein. Donc ça, on pourrait dire effectivement que l'affrontement entre deux nominations permet de voir apparaître l'idéologie. Alors, donc, le troisième point, c'est que on sait également, enfin, je m'intéresse aussi donc au genre de discours et à la façon dont les genres de discours, l'évolution d'un genre de discours permet de voir la transformation d'une institution.
Donc là, ça va être, voilà, c'est ça, c'est cette diapo-là. Et donc, on peut se poser la question, c'est un petit peu, en fait, l'hypothèse du projet Archivu, hein, l'évolution du genre peut permettre de saisir les transformations, on va dire, idéologiques d'une certaine façon de l'institution. On considère que tout discours est produit dans un genre et que le choix d'un genre implique le choix d'un mode d'énonciation. Par exemple, si on écrit un journal de bord, on ne va pas exactement avoir les mêmes formes et du coup la même représentation du sujet que dans un compte-rendu de conseil. D'une certaine façon, le genre produit par une institution configure un sujet de cette institution. Par la diachronie, là encore, on peut faire apparaître de façon différentielle, par l'évolution dans le temps, les propriétés de cette configuration. Donc, je vais juste terminer, enfin, ça va être mon dernier exemple. Hein. Dans les comptes rendus de CA universitaires, donc les comptes rendus de Nanterre, on voit qu'il y a une évolution au niveau des verbes de parole qui sont utilisés. Avant, en gros, les années 2010, on a des verbes tels que comprend mal les abstentions, monsieur le cercle, vous comprenez bien, pense que le conseil doit s'engager, etc. Monsieur Rodriguez se demande s'il n'y a pas, madame Rioux déplore. Donc, ces verbes manifestent une certaine présence d'un énonciateur et l'idée, c'est qu'il y a toute une série de marques, effectivement, qui construisent, en fait, un sujet. Et après 2010, en gros, on a des verbes qui sont rappel, précise, indique, hein, qui sont extrêmement stéréotypés. Et ça correspond aussi au fait qu'il y a une externalisation par une société extérieure. Alors, je me suis intéressée aussi, alors, donc là, je me suis intéressée dans certaines universités, ça se manifeste par le passage à ce que j'ai appelé à un discours direct, qu'on pourrait appeler un discours direct verbatim, c'est-à-dire que tout est noté. Alors, on va peut-être passer cette diapo-là et prendre tout de suite la suivante, l'Université de Bourgogne. Hein. Donc ça, j'ai trouvé sur Internet, hein, c'est en libre accès. Donc tous les noms, enfin tout ça, c'est sur Internet. Hein. Et donc, ce qui est un... Pardon? C'est celle d'avant ou celle d'après, je crois. C'est celle, enfin oui, celle d'avant ou celle d'après, c'est pareil. Hein. L'idée, c'est de vous montrer qu'ici, on a en fait un discours direct qui est donc se veut une sorte de transcription de ce qui est dit et qui pose quand même pas mal de problèmes. Par exemple, j'ai une petite question sur la première diapositive que tu as présentée sur le différentiel entre les 9 millions et les 4 millions d'euros sur la capacité. Donc, vous voyez ici, en fait, le texte commente la diapo que bien sûr le lecteur du texte n'a pas sous les yeux. Alors, diapo suivante. Voilà. Donc oui, on comprend bien sur l'augmentation en 2019 des charges personnelles de la masse salariale, 741 000 euros. Dedans, il y a le GVT, etc. Oui. Donc en fait, c'est-à-dire que globalement, le GVT, si on enlève des deviens, ça veut dire que quand même la masse salariale propre, même si on peut le dire comme ça, sans les. Bon, bref. Pour moi, en fait, ici, il y a un problème de lisibilité parce qu'effectivement, il s'agit d'une transcription peut-être faite par voilà. Donc du coup, on voit que ici, ce texte qui est le compte rendu, qui représente effectivement les discours qui se sont tenus pendant la réunion, c'est un texte qui subit une évolution extrêmement forte. On n'a plus que la retranscription d'une succession de prises de parole sans que la cohérence puisse en être reconstituée par le lecteur. D'une certaine manière, il n'y a plus de foyer énonciatif, il n'y a plus de centre organisateur hein, qui peut permettre en fait d'assurer une certaine lisibilité, par exemple des prises de position, des argumentations, etc. Et alors ici, moi j'ai trouvé un appui pour interpréter ça dans l'ouvrage, enfin dans la thèse d'Alain Supiot, enfin l'ouvrage qui est issu de son cours au Collège de France, hein, le gouvernement du gouvernement par la loi à la gouvernance par les nombres. Puisque en particulier dans cet ouvrage, donc c'est la diapo suivante, il fait un petit lexique de ce qui caractérise le gouvernement par les lois et la coupe là.
gouvernance par les nombres. Il y a une faute ici, désolé, mais vous avez sans doute rectifié. C'est le gouvernement par les lois, gouvernance par les nombres. Et donc, effectivement, il oppose, vous voyez, la représentation et la transparence. Bon, je vous le dis parce que voilà. Et donc, du coup, effectivement, on passerait d'un régime de la représentation, hein, où le compte-rendu représente effectivement l'institution et construit une certaine image de l'institution, à une transparence, puisqu'on n'a plus qu'effectivement ce qui s'est dit. Mais cette transparence est un leurre puisqu'elle nie justement la différence de la matérialité entre l'oral et l'écrit, le fait que l'écrit a une matérialité propre. Donc ça, il y a un collègue qui s'appelle Rudolf Maher qui l'a très très bien montré. D'autre part, comment dire, si on va plus loin, moi, ça m'a vraiment parlé cette opposition parce que le gouvernement par les lois, ça veut dire que les institutions sont justement gouvernées par des lois dont les normes sont extérieures, par des lois, donc par des normes qui sont extérieures à l'institution, qui sont posées quelque part, qui relèvent du politique, d'accord. Et la gouvernance par les nombres, ça veut dire que les individus sont en quelque sorte opposés les uns aux autres, comme les monades, il dit, tous un petit peu équivalents, ou soi-disant équivalents, hein, et gouvernés par leur seul intérêt. Hein. Donc, en voyant ces textes, j'ai vraiment eu comme voilà, ça me représentait très très bien en fait cette opposition. Hein. Donc plus de texte, plus de centre organisateur, plus de sujets construits par le discours, une simple juxtaposition de prise de parole. Et du coup, on pourrait aussi se demander du coup si le tableur Excel n'est pas devenu le genre emblématique de l'université actuelle, hein, voire à l'HCRS, où effectivement, le tableur Excel était peut-être plus important que le rédactionnel extrêmement. J'ai produit un rapport HCRS cette année, donc du coup, voilà. Rastier d'ailleurs dit aussi des choses là-dessus. Et du coup, voilà, bah, c'était là-dessus. Donc, du coup, en fait, effectivement, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les universités, enfin, j'étais allée faire une présentation là-dessus à l'université de Rouen, où ils sont passés, je crois, au DD verbatim. Et du coup, il n'y a plus que des relevés de décision, il n'y a plus de compte rendu de CA. Voilà. Donc, le relevé de décision, c'est le relevé des votes, mais il n'y a plus de. Et je trouve que c'est peut être intéressant justement de faire un rapport entre la façon de rédiger le compte rendu et le type de gouvernance de l'université. Je crois que l'université de Bourgogne, c'est pas vraiment non plus une université très, enfin en tout cas qui est bien avancée dans le. Voilà. Donc bah je m'arrête. Je- Voilà. Ben, merci J'ai beaucoup, duré plus de Frédéric. 20 minutes. Oui, mais Comme tu enfin, m'as dit que j'avais c'était, le temps. oui, non, mais c'est très intéressant et c'était important, à mon avis, de revenir aussi sur des exemples bien concrets de langues et sur lesquels on pourra peut-être aussi revenir dans la suite et discuter, voilà, les discuter de leur résonance avec d'autres sujets. Je me demandais si Hervé qui est en visio, voulait prendre la parole maintenant pour justement intervenir et contribuer. Oui, donc ouais, bonjour à tout le monde, et j'avais juste quelques précisions par rapport à la présentation que tu avais faite, Hugo, mais c'était pas tout à fait bon. Déjà vraiment le détail du détail, mais sinon on va se fâcher avec les Messins, c'est l'université de Lorraine, pas de Nancy. Oui, pardon. Hein, bon. Il y a des susceptibilités par chez nous, tu vois. Non, je plaisante. Et la présentation que tu as faite, ce qui est intéressant, parce que ça va un petit peu conditionner aussi ce que je vais dire, c'est que je suis effectivement sociolinguiste, mais aussi didacticien des langues. Ça veut dire que ma spécialité, c'est l'enseignement, apprentissage du français, particulièrement pour les migrants, mais de façon générale pour ce qu'on appelle les personnes en insécurité langagière, c'est-à-dire ces personnes qui ont, par leur parcours scolaire, par leurs difficultés scolaires, mais pas simplement, parce qu'on travaille essentiellement sur des adultes, qui ont des rapports au langage, à l'écrit, à l'oral, qui sont difficiles. C'est un petit peu les publics sur lesquels travaille et que connaît Stéphane Bonnery et qui doit être de l'autre côté de la caméra. Et nous, on les a après, voilà, quand ils sont adultes. Donc, c'est tout ce monde de la formation d'adultes sur lesquels je m'appuie beaucoup aussi pour pas simplement pour des recherches sur l'idéologie parce que je vais en reparler, mais pour le terrain et le terreau en fait des réflexions. Donc,
Aussi pour dans la continuité, parce que tu parlais aussi pour Josiane de son travail fondateur sur le réseau, langage et travail. Alors on a repris le flambeau d'une certaine façon en l'élargissant, parce qu'on a créé notre propre réseau, mais Josiane y était au tout départ, et il s'appelle Langage, Travail et Formation. Et justement, parce que nous on l'élargit en tant que sociolinguiste, mais aussi en tant que didacticien, ça veut dire que toutes ces questions-là qui sont traitées ont une application sur le terrain et notamment, parce qu'on parle des personnes en sécurité langagière, on travaille énormément avec sur le terrain de la formation linguistique, mais en milieu ou à visée professionnelle. Donc en fait, sur ce terrain-là, s'articule toute une série de choses, à la fois les questions de langage, les questions de didactique du français en l'occurrence, les questions de discours, les questions d'idéologie, voilà, tout ça s'entrecroise et bien sûr les questions de travail. Donc tout ça s'entrecroise sur le terrain et donc on y est pour essayer de sortir un petit peu cet écheveau-là, essayer d'y comprendre un petit peu quelque chose. Donc je serai forcément à l'intersection de tout ça. Et pour finir, c'est pas qu'une présentation, c'est la question aussi de la sociolinguistique. Je suis pas spécialement attaché aux disciplines, donc en plus en sociolinguistique, et là Josiane confirmera, je pense, c'est que la sociolinguistique comme discipline, elle existe, c'est clair, mais elle est pas forcément, elle parle pas d'une seule voix, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il y a des divergences, c'est que voilà, donc je serai pas le représentant de la sociolinguistique parce que je suis aussi très largement en désaccord avec le courant majoritaire en sociolinguistique. Mais je vais y revenir justement sur ces questions d'idéologie. Alors, sur l'objet qui nous intéresse, en fait, moi, je pars d'une chose simple qui m'avait fait changer un petit peu toute ma vie intellectuelle, mais c'était le départ, c'est dans l'idéologie allemande de Marx, qui dit simplement, eh ben c'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Voilà. À partir de là, c'est la question matérialiste qui est au centre de tout ça. Et donc, quand tu disais, par exemple, sur ce marxisme qui parlait des rapports de production, et c'est justement, je pense, ce qui a fait que ça s'est rétréci sur les côtés, et ils ont eu beau jeu de le dire sur l'économisme, en fait. Ils ont dit, voilà, le marxisme, ça n'est qu'un économisme, et tout ne se réduit pas à ça. Mais oui, tout ne se réduit pas à ça, sauf que Marx l'a pas réduit à ça. C'est ces continuateurs qui ont, voilà, et on peut reprendre un petit peu tous les textes, on va pas le faire là, parce que là, on y passerait des semaines, mais tous ces textes des années 60-70, et là aussi, ça rejoint un peu ces questions d'idéologie, tous ces textes des années 60-70 où le courant majoritaire, ultra-majoritaire était marxiste justement, et que tout le monde se réclamait du marxisme plus ou moins sans l'avoir vraiment lu, parce que c'était un effet de mode, et donc on y allait sur l'économisme, sur la lutte des classes, c'était là, toutes les deux lignes, on parlait de lutte des classes, on y allait aussi sur toutes ces questions de rapports de production, etc. Je me souviens, voilà, d'avoir lu des choses, pas en sociolinguistique, mais par exemple en anthropologie, sur Godelier qui, voilà, à une époque, il était vraiment très centré sur ces questions-là. Et puis quelques années plus tard, il ne parle plus du tout de ça. Il passe sur des positions inverses, sur l'idéalité, etc., etc. Donc, je me méfie de tous ces discours. Et quand je parle des rapports de production, ça fait partie de ces rapports matériels, mais ça n'est qu'une partie. En fait, la question, c'est de savoir et c'est là-dessus je construis un petit peu cette idée, enfin la question de l'idéologie, c'est je m'intéresse d'abord à ce que les hommes, les êtres humains font et sont. Ensuite, je m'intéresse à ce qu'ils pensent ou à leur représentation. Donc d'abord, je vais voir où ils vivent, avec qui ils vivent, comment ils travaillent, pour essayer de comprendre comment ils pensent, comment ils parlent, comment ils élaborent leur discours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc en fait,
Quand tu parlais de reflets, bah oui, forcément, si on aborde la question avec simplement les rapports de production et que c'est un matérialisme complètement coincé et qu'on se dit, voilà, c'est pour ça que dans l'article, je dis, je veux pas aborder la question de l'infrastructure et de la superstructure. Là aussi, c'est pas Marx ni Engels qui l'ont dit, c'est après, qui ont sclérosé ça, qui ont dit, voilà, il y a l'infrastructure, il y a la superstructure. Et puis, il y avait, pour la suite, plus marxiste que moi, tu meurs et qui était complètement coincé là-dessus. La superstructure, c'est le reflet de l'infrastructure, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Et Marx a pas dit ces choses-là. En plus, lui-même a évolué. C'est par exemple un livre de Isabelle Garot qui parlait justement de la conception de Marx et de l'idéologie. Et qui disait, il a évolué, il a pas proposé une seule définition. Mais à la limite, c'est pas trop un problème qu'il n'en ait pas proposé de définition, puisque en fait, ce qu'il dit est toujours basé sur le même principe. C'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Et donc, au-delà de ça, la conscience, c'est quoi? C'est les idées, donc les idéologies, les systèmes idéologiques, et là-dedans, les conceptions du langage. Je vais y arriver. C'est l'idée que quand on parle d'idéologie, si moi je l'aborde de cette question-là, pas du point de vue philosophique, parce que je suis pas philosophe, et que c'est un large problème, mais par rapport aux idéologies linguistiques. Donc je vais revenir un petit peu, voir comment je vois un petit peu les choses, mais encore une fois, j'ouvre le débat plutôt, hein, j'apporte pas, j'essaie de voir comment j'aborde les choses. Alors tu disais aussi, Hugo, tu disais, voilà, sur la question des discours identitaires pour combattre sur l'extrême droite. Oui, mais malheureusement, les discours identitaires, ils sont pas qu'à la droite ou à l'extrême droite, ils sont de l'autre côté. Et ils sont même peut-être majoritaires de l'autre côté. Enfin, en tout cas, on parlait de la sociolinguistique, c'est que ces questions d'identité qui sont basées, alors j'appellerais, on va en voir, hein, parce que je vais essayer de rester centré sur les questions langagières, mais par exemple sur on parlait des langues régionales, on parlait des formes langagières ou linguistiques de culturalisme. Voilà, tout ça, c'est des façons de remettre comme dirait Marx encore une fois, la philosophie sur sa tête, puisque lui, il l'a remise sur ses pieds. C'est de dire, ben voilà, tout part des idées, tout part de la culture, tout part des conceptions qu'on se fait de telle ou telle chose. Et ben non, là, j'essaye de remettre la langue ou la linguistique ou la sociolinguistique, peu importe d'ailleurs, ou même à la limite, si on me dit tu fais pas de sociolinguistique, tu fais de la sociologie du langage, pourquoi pas? Ça me dérange absolument pas. Mais essayer de remettre ça sur ses pieds. Donc d'essayer de voir un petit peu tout ça, comment y arriver. Donc l'idée du reflet, bah non, clairement pas, mais il y a un rapport. Qui est que, encore une fois, je reviens toujours à cette phrase-là, c'est la vie qui détermine la conscience. Donc, essayer de voir un petit peu comment les gens vivent, ce qu'ils sont, pour essayer de comprendre ce qu'ils pensent et quel discours ils ont. Donc, si on parle de l'idéologie, comment on pourrait la qualifier? On parle d'idéologie linguistique. Alors, il y a un courant qui s'intéresse à ça. Là aussi, je vais pas faire l'exhaustivité de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui, voilà, je préfère aller directement dans le débat. Donc, les idéologies linguistiques, c'est les idées, les idées qu'on se fait sur le langage, sur les rapports au langage, sur les contacts entre les langues, etc., etc. Je vais y revenir en prenant des exemples. Et les discours qu'on produit sur les langues ou sur le langage. Et que ces discours qui sont produits sur les langues ou sur le langage, et que ces représentations qu'on a, là aussi je vais revenir sur la question des représentations parce qu'elle est omniprésente. Et on étudie plus ce que les gens font ou concrètement, ou ce que les gens disent concrètement, mais les représentations du langage. Si on devait faire un travail justement d'analyse de discours où on devait un petit peu calculer, compter le nombre de fois où en linguistique, sociolinguistique par exemple, le terme représentation est utilisé, ça serait considérable. Et donc, on ne s'intéresse plus. Et qu'est-ce que c'est que les représentations? C'est les idées qu'on se fait d'eux. Donc, on va interroger les gens, on travaille sur leur représentation et on dit, bah voilà, c'est la réalité, voilà ce que disent les gens. Alors, en général, quand on va travailler sur les représentations, c'est souvent celui qui va faire le travail sur les représentations dit, elles sont erronées. Parce que c'est moi qui ai les bonnes idées sur le langage. Et donc, on interroge les gens et leurs représentations sont forcément erronées ou bancales ou tout ce qu'on veut. Or, la question, justement, c'est pas ça. C'est la question, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Qu'est-ce qu'ils disent vraiment? C'est pas ce qui se représente. Parce qu'il y a un filtre, forcément. Et que ce filtre-là,
voilà, et ce filtre-là, il est lié, déjà, du point de vue de la méthodologie, il est lié à la forme de l'entretien, parce que souvent, ces enquêtes-là, c'est des buts en blanc. On leur dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Or, ces gens-là, à qui on pose la question, n'ont pas forcément déjà réfléchi à ça. Ils ont sans doute des pratiques, et ça aussi, pratique langagière, hein, c'est quelque chose qui est l'outil principal, en tout cas pour moi, de ces questions-là, non pas justement les idéologies langagières, mais les pratiques langagières. Savoir ce que les gens font, parlent, disent, Bien sûr. écrivent concrètement. Voilà. Donc, voilà un petit peu la base sur laquelle je place l'idéologie. Donc, si on parle des idéologies linguistiques, euh, très souvent, ce terme-là, bon, on le sait, il y a pas que ce terme-là, mais qui est assez, pas dévoyé, parce que qui est en mesure de dire qu'un qu'un concept est dévoyé, si tant est qu'il y ait une version juste pour l'utiliser. Mais en tout cas, la question de l'idéologie ici, elle est basée, encore une fois, sur non pas l'analyse de la réalité, mais l'analyse des discours sur la réalité ou des discours sur le langage. Et donc, par exemple, les idéologies linguistiques, quand j'évoquais ça, c'est que je prenais l'exemple dans un article où on a beaucoup parlé, alors c'est des flots d'articles, de communication qui répètent comme ça, comme des perroquets, l'idéologie monolingue. Alors l'idéologie monolingue, par exemple, c'est bien sûr centralement le grand Satan de l'idéologie monolingue, c'est la France avec sa politique linguistique depuis la Révolution, on a parlé de glottocide, c'est-à-dire que la France aurait tué les patois, etc. Donc voilà, et on est parti là-dessus, et le discours se répète en boucle. J'ai vu, alors évidemment, on peut pas citer parce que c'était des contributions à des communications ou à des chapitres, etc. Des trucs, les Jacobins, la France jacobine, sans que on n'ait rien lu, sans qu'on ait rien analysé. Or, justement, si on essaye de comprendre l'idéologie linguistique française ou franco ou républicaine, oui, il y en a une, c'est clair, mais il faut la replacer dans son contexte et de savoir que quand cette idéologie-là, parce que le royaume de France, lui, avant la République, il n'a pas forcément construit cette idéologie-là, parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. La République en a besoin. Après, deux siècles après, on se dise ils ont éradiqué les patois. D'ailleurs, c'était l'idée explicite de Grégoire et de Barrère, hein, de le faire. Mais c'est qu'il faut replacer ça dans son contexte. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi à cette époque-là? Et aussi pourquoi, là aussi, parce qu'on part sur des choses qui sont après, qui s'enchaînent sans qu'il y ait vraiment d'éléments concrets, c'est que la question c'est de savoir si au bout de 2 siècles, pendant 2 siècles après la Révolution, les Français ont fait maintes fois la Révolution. Après 1789, voilà, il y a eu 1830, 1848, 1871, des révoltes dans les mines du Nord, des grèves et des révoltes chez nous en Lorraine, dans les mines de fer ou dans la sidérurgie, les vignerons. À la charnière du 19e, 20e dans le sud, voilà, il y en a eu de multiples révoltes de tous ordres, essentiellement sociales. Mais est-ce qu'à un moment donné, les Français se sont battus, rebellés, ont pris les armes contre ce soi-disant glottocide? Jamais. Jamais. Les seuls qui l'ont fait, c'est plutôt des lettrés dans le sud de la France qui ont Ouais. essayé de défendre une langue d'oc qui n'a jamais existé d'ailleurs, véritablement. Donc là, encore une fois, c'est pourquoi on est parti là-dessus, parce qu'en fait, et là aussi, c'est de l'idéologie, parce que cette dérive-là, c'est une dérive que j'appelle culturaliste. On est parti, on part d'une certaine idée de la langue, d'une certaine idée qu'on a de la langue ou que certains intellectuels ou que certains linguistes ont de la langue, et puis ils projettent sur alors, bien sûr, ça c'est le péché majeur que diraient les historiens. On n'analyse pas, mais on le fait. On sait bien qu'on peut le faire, mais à ce point-là, c'est un petit peu grossier. Donc, dans ce cas-là, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à cette époque, pourquoi et comment, non pas en fonction d'une certaine idée de la langue ou d'une certaine idée de langage, mais en fonction de ce qui s'est réellement passé. Alors,
sur la question de... je parlais des langues régionales, voilà. Donc, mais ce, comment dire, cette dérive, oui, parce que c'est quand même une dérive identitaire. Je disais qu'elle est malheureusement pas qu'à l'extrême droite. Cette dérive identitaire, c'est justement elle part en grande partie de la langue, de la question linguistique. On sait bien en sociolinguistique, en politique linguistique, que qu'est-ce qui va différencier, voilà, en ce moment, pas tout, tout n'est pas parti de là, mais l'étincelle qui a fait la guerre russo-ukrainienne, c'est ça, c'est la politique d'ukrainisation du gouvernement qui avait bien senti que la Russie s'appuyait sur ses russophones pour essayer d'avaler l'Ukraine. Donc l'Ukraine a réagi à sa façon. Donc c'était un déclencheur. Mais tout ne se résume pas à ces questions-là. Il y a d'autres considérations. Après, il y a beaucoup d'autres éléments. Par exemple, je reviens sur les questions de langue régionale. Sur les langues régionales en France, et c'est là-dessus où il faut essayer justement de réfléchir autrement que en culturaliste, la question des langues régionales ou la question des identités régionales, elle est posée. Alors d'un côté, l'identité nationale, ça c'est pas bien du tout, mais d'autre côté, l'identité régionale, qui est une identité nationale, par exemple pour les Corses, là, on est un peu plus indulgent. Or, c'est la même. Elle est basée exactement sur la même chose. C'est-à-dire que cette identité-là, elle est basée essentiellement sur la langue. C'est pour ça que les tenants de l'indépendance ou au moins de l'autonomie se battent là-dessus. Parce qu'ils se disent, si ça disparaît, on n'aura plus rien pour nous différencier des autres à côté. Donc en fait, la question c'est si on va sur ce terrain et qu'on analyse ça simplement comme le fait malheureusement trop la sociolinguistique, les langues minorées, et ben on n'a rien compris à ce qui se passe, puisque c'est justement ce mouvement de fond qui a fait que je reviens sur la question de la France, qui a fait que le français s'est imposé en France. Il a mis des siècles à le faire, hein. Tant que la situation, l'organisation de l'ancien régime féodal avec ses innombrables tarifs douaniers, ses innombrables mesures, le maître, c'est une révolution, une conquête révolutionnaire, hein, enfin le maître étalon, je veux dire. C'est avec ces innombrables variétés, variations, ça a arrangé. On connaît bien la devise, c'était une devise diviser pour mieux régner, hein. Donc ils n'ont jamais eu de politique linguistique. Sauf que, justement, parce que ça les arrange. Parlez la langue que vous voulez, ça ne me concerne pas. Donc, à partir du moment où il y a eu ce mouvement-là, ce mouvement, il est pas né tout seul. L'idéologie linguistique française, elle n'est pas née tout seul. Toute seule, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'elle est née avec ce mouvement de fond, qui est un mouvement économique, social, national aussi. Mais même la France, elle n'est pas esselée en Europe 1. Il y en a d'autres qui l'ont construite, et exactement en même temps, le meilleur, peut-être le meilleur livre sur là-dessus qui a été produit, c'est celui de Daniel Baggioni, qui est aussi qui a disparu malheureusement trop tôt, marxiste aussi, et qui a très bien replacé ça dans le contexte européen. Donc, pour la question de l'idéologie, revenir là-dessus, c'est que les, les idéologies, en tout cas sur c'est pas pour ma part, je finirai là-dessus. Je définis pas les idéologies linguistiques, les idéologies en tant que telles, mais les idéologies linguistiques, c'est-à-dire les discours, les représentations qu'on peut avoir sur la langue. Et donc après, éventuellement, les politiques qu'on peut mener en fonction de ces discours, de ces représentations. Mais ces discours et ces représentations sur la langue, il faut essayer de les comprendre, non pas en tant que tels, en disant le bien, le mal, le noir, le blanc, les glottocidaires et les gentils diversitaires. La question se pose de savoir pourquoi ça s'est passé et pourquoi ça pourrait se passer ailleurs autrement. Donc essayer en remettant un petit peu tout ça sur ses pieds, d'essayer de comprendre la réalité et justement en distinguant les rapports matériels des gens entre eux, c'est là-dessus, hein, cette question-là, c'est qu'il s'agit de savoir, de comprendre ce que font les êtres humains concrets dans des situations concrètes, plutôt que de s'intéresser d'abord à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils pensent. Mais l'un n'est pas le reflet de l'autre, encore une fois. L'un est déterminé largement par l'autre, mais c'est pas le simple reflet, parce qu'il peut y avoir aussi des contradictions.
Donc voilà, je finis là-dessus pour éviter d'être trop long. Je sais pas d'ailleurs combien de temps j'ai mis. C'est peut-être c'était un peu le débat. Non, non, mais merci beaucoup, hein. Hervé. Non, non, tu as été, tu as pas été trop long. Je vous propose, je vois que ça fait déjà réagir dans la salle, mais je vous propose laisse la parole d'abord à tous les intervenants, les invités, et après on a une discussion collective. Des questions. Oui, regardez-la en tête, on y reviendra après. Je pense que on va y revenir. J'ai vu que Josiane Boutet l'a amené, donc Édition de 77, ou je ne sais quoi, là. Trop vieille, en tout cas. Bon, ben maintenant je me tourne vers Josiane Boutet. Est-ce que vous voulez peut-être prendre la parole Ben oui, justement je suis obligée, en ce que ça. Ah, je vous remercie. Merci beaucoup. Non, mais c'est un private joke, comme on dit, parce que quand, quand, Hugo m'a demandé il y a plusieurs mois d'intervenir et en me disant que ça parlerait de l'idéologie, je lui ai dit pas question. Moi, en 50 ans de carrière, j'ai jamais utilisé ce concept, mais jamais, jamais. Et si j'ai mis le mot, c'est parce que je citais l'idéologie allemande, par exemple, mais je n'ai jamais utilisé ce concept. Alors pourquoi ben en gros, parce qu'il me sert à rien, mais vraiment à rien du tout. Et il me sert à rien du tout parce que je suis sociolinguiste. Ça veut dire des gens, enfin dans ce que je pense moi, hein, parce que Hervé a tout à fait raison, il y a plusieurs courants, bien entendu. Vu que la sociolinguistique s'est fabriquée dans les années 70, un demi-siècle plus tard, ça a évidemment bougé. Mais disons que dans ma conception, celle que j'ai toujours écrite, enseignée, tout ce que vous voulez, c'est une linguistique qui va sur le terrain. D'ailleurs, vous avez remarqué que Hervé n'a pas arrêté de dire terrain, hein. Il l'a dit au moins 10 fois, hein. Donc on va sur le terrain, alors c'est variable, hein, ça peut être le terrain de la formation, le terrain des écoles. Pour moi, ça a été pendant 30 ans le terrain du travail, des situations de travail. On va en immersion observer ce que font les gens sur le terrain, en l'occurrence avec le langage. Et donc, quand on fait ça, idéologie, il n'y a pas du tout, ça n'existe pas. Alors du coup, j'ai cherché quand même en sociolingue, qu'est-ce que je pourrais trouver. Alors j'ai trouvé, mais c'est pas vraiment en sociolingue, un très vieux bouquin qui date de 1929, traduit en 1977, sous le nom de Bakhtin, mais on sait aujourd'hui que c'était pas lui, c'était Voloshinov. Ça s'appelle Le marxisme et la philosophie du langage. Voilà, c'est un très très vieux bouquin, voilà. Alors lui, il parle tout le temps d'idéologie, hein, donc je me suis dit, ben, replonge-toi dedans. Ça a été mon livre de chevet dans les années 60. Enfin, quand c'est sorti en 77, on s'est tous jetés dessus, évidemment, tous les marxistes de l'époque. Et franchement, il en parle tout le temps. Ça doit être à peu près toutes les pages. La seule chose qu'on puisse dire et qui sert strictement à rien, c'est qu'il dit sans signe, point d'idéologie, et le mot est un signe idéologique. Alors on est bien avancé là, hein, quand on sait ça. Donc ça c'est pour ça que moi je me suis servi beaucoup, beaucoup de Volokinov, beaucoup, hein, mais pour toute autre chose, en particulier ce qu'il a dit sur le discours rapporté bien avant tous les machins qu'ont fait nos amis d'analyse de discours sur le discours rapporté. Ça, je m'en suis servi beaucoup. Sa sémantique, je m'en suis servi beaucoup. Mais vraiment, pas du tout ce truc. Le mot est un signe idéologique, sans signe, point d'idéologie. Bon, une fois que vous avez dit ça, bah, vous êtes gros gens comme devant, quoi. La deuxième chose que j'ai retrouvée, et qui fait écho à ce que tu viens de dire, Hervé, c'est alors en sociologie, enfin bon, Volokinov était, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il était exactement. C'était un intellectuel, hein, post-révolution soviétique. Il était probablement comme Bakhtin. Bakhtin, c'était un littéraire, hein, alors Volokinov probablement aussi. Donc, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est ce que tu as dit, les idéologies linguistiques. Alors ça, c'est pareil. Moi, c'est un truc, je comprends pas ce qu'ils racontent les gens quand ils disent ça. Mais en gros, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est des gens qui vont épingler le fait que dans des discours journalistiques, institutionnels, associatifs, politiques, on va associer la langue française. Alors, ils travaillent en général que beaucoup sur la France, hein, mais pas sur, je sais pas, le Guatemala. Donc, ils vont dire qu'il y a des idéologies linguistiques au sens où on va associer le français à un certain nombre de valeurs, donc on va avoir des paradigmes comme ça, c'est facile à faire, hein, surtout avec des moyens de la lexicométrie, c'est très faisable. Donc les idéologies linguistiques, c'est des façons, comme tu as dit au tout début, hein, on pourrait le remplacer par des façons de dire, des façons de penser, des façons d'écrire,
D'ailleurs, il suffirait d'enlever idéologie, hein, ça ferait moins chic, mais on dirait façon de dire. Hein. Alors, c'est pareil pour représentation. Hein. Moi, je me suis longtemps battue contre représentation. Finalement, j'ai arrêté parce que le mouvement est trop. C'est un vrai tank, hein, les représentations. Mais je pense que c'est une erreur totale que dans nos disciplines on l'utilise. C'est parfait en psychologie sociale, où ils font des expérimentations pour montrer comment et montrer l'existence de représentation. Et nous, moi, j'avais commencé à faire un article là-dessus, puis je me suis arrêté parce que c'était trop méchant, quoi. Nous, si on remplace représentation par façon de parler, façon de dire, conception, manière de dire, ça marche très bien. Donc, on n'a pas besoin de ce concept qui vient de la psychologie sociale et qui, déjà, il y a très très longtemps, je ne sais plus chez qui, là, une femme, psychologue sociale, on avait donné, je crois, 60 définitions. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher dans une autre discipline un concept tellement polysémique qui va nous servir absolument à rien. L'idéologie, c'est pareil à mon avis. Enfin, bon. Alors, si on, il y a une troisième chose qui me ramènera à une histoire, c'est Bernard Gardin. Donc, j'ai parlé de Voloshinov, j'ai parlé des idéologies linguistiques, et il y a une troisième personne qu'on pourrait mettre un peu par là, quoi. C'est Bernard Gardin, qui est lui aussi mort beaucoup trop tôt et qui parlait parce qu'il n'a pas écrit en fait. Il parlait d'une analyse de discours sociolinguistique. Il a souvent dit que ce qu'il faisait, moi j'ai travaillé longtemps avec lui, hein, presque 30 ans, il disait qu'il faisait une analyse de discours de nature sociolinguistique ou à caractère sociolinguistique. Alors, ce qui m'amène à l'opposition, parce que clairement, nos amis en analyse de discours se servent de l'idéologie. C'est très bien hein, ce qu'ils font, moi je respecte, c'est juste pas du tout ce que je fais, quoi. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et je pense que ça prend naissance effectivement dans le deuxième CERM. Hein, alors, vous parlez là du deuxième CERM. Donc, le deuxième CERM, le premier, c'est dirigé par Marcel Cohen de 1960 à 1974, 73-74, et le deuxième, c'est 77 à 79. Donc, il est confié à Autier Revuse, enfin, la direction en est confiée à Autier Revuse, et on va voir s'y opposer très clairement, à l'époque, maintenant ça n'a plus de sens, hein, les althussériens aux orthodoxes. Donc, on avait d'un côté ceux qui avaient lu les appareils idéologiques d'État 66, je crois, 64, j'ai oublié, enfin bon, qui avaient lu le texte fondateur d'Althusser, qui était donc un coin contre l'orthodoxie du Parti communiste français. Et puis il y avait les orthodoxes qui étaient sur les positions stricto sensu du Parti communiste français. Or, ça recoupe complètement les ADistes, enfin les analyses de discours derrière Pécheux et d'autres, hein, à l'époque Gadet, mais après elle changera, et de l'autre côté les sociologues. Donc ceux qui étaient au Parti communiste orthodoxe vont devenir ou sont en train de ils vont pas devenir, faut enlever ça, c'est faux, sont en train de fonder la sociolinguistique, c'est Marcellesi, c'est Guépin, c'est Gardin. Ils font de la sociolingue, c'est des gens, Frédéric François aussi, qui à l'époque est un orthodoxe du Parti communiste, et de l'autre, il y a les althussériens, et c'est eux qui vont fonder l'analyse de discours, essentiellement derrière Pécheux, mais pas seulement, évidemment. Et là, on voit bien comment se fabrique, en relation avec des positions politiques qui maintenant sont complètement inintéressante pour tout le monde, hein, je crois, aujourd'hui. Pourquoi t'es althussérien, pourquoi t'es gramscien, pourquoi t'es ceci, ça n'a aucun intérêt. Mais à l'époque, c'était extrêmement fondamental. Hein. On était soit au Parti communiste orthodoxe, soit chez l'althusérien, soit encore ailleurs. Moi, j'étais chez les Italiens, bref. Hein. Ou alors on était anard, trotskiste. Alors, bah oui, surtout d'ailleurs. Donc, c'était vraiment très, très important, hein, ces appartenances politiques. Et pour nous, elles dégagent les soubassements de la différence, je pense, entre ceux qui deviendront ceux qui sont en train de devenir les sociolinguistes et ceux qui sont en train de fonder la base de l'analyse de discours dont tu as reparlé, Frédéric. Et d'un certain point de vue, ça m'a fait penser à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à la gauche, hein, où clairement toute cette opposition, elle s'origine en 1920, elle s'origine dans le congrès de Tours, hein, avec d'un côté la SFIO minoritaire en décembre 1920 au congrès de Tours, et l'opposition rattachée à la troisième internationale, enfin
à l'international, qui va devenir en janvier 1921 le Parti communiste français, qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs, mais on voit bien comment s'origine de gauche dès 1920-21, et nous aussi on voit comment s'origine deux manières de se poser la question. Alors de l'idéologie pour les gens qui sont du côté de l'analyse de discours et pas du tout de l'autre côté, qui sera les sociolinguistes seront pragmatiques, liés à des terrains, pas du tout avec des grands débats idéologiques. On ne fait pas référence à Pêcheux, on ne fait pas référence à Foucault. Donc toute l'école française, comme disent les Américains, Kristeva, Foucault, Derrida, ça, c'est pas du tout du côté des sociolinguistes. Et ça s'enracine d'un certain point de vue dès 1977-79. Alors, comme je ne peux pas trop parler, évidemment, de l'idéologie, vu que je n'ai rien à dire, hein, je voudrais juste, pour continuer sur ce qu'a dit Hervé, insister sur quelque chose en ce qui me concerne, à savoir ma lecture, alors c'était en quelle année ça? C'était il y a longtemps, 71, vous vous rendez compte? Ma lecture des thèses sur Feuerbach. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de Marx, hein, je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu vraiment beaucoup, beaucoup ces thèses, mais vraiment de très près, et en particulier la 8. Donc la 8, je vous la relis, alors ça dépend des traductions, hein, mais enfin, dans cette traduction-là, qui d'ailleurs se trouve avant l'idéologie allemande, dans d'autres traductions, c'est après, c'est post-phase que préface, bon là c'est préface, mais de toute façon c'est de Marx, c'est pas d'Engels. Je veux dire les thèses. Alors, toute vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui portent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. Alors, nous, on avait lu ça, ben voilà, parce que tout le monde lisait ces choses-là dans ces années-là, les années 70. Hein. Et pour notre part, je dis notre part parce qu'on va écrire en 1976 un article dans la revue Critique où on va avancer le concept de pratique langagière. Et ça, pour moi, ça a été fondamental dans tout mon... On l'a écrit à trois, hein, Pierre Fiala, Janice Simonin Grimbard et moi-même. Ça va être fondamental parce que ça va me permettre de me passer d'idéologie, absolument définitivement, de me passer de représentation, de me passer de toutes ces choses lourdes, en quelque sorte, et surtout d'orienter tout mon travail vers la notion de pratique. Et donc, pas du tout de se demander qu'est-ce que les gens disent ou ne disent pas, ou qu'est-ce que dévoilent ce qu'ils disent, que disait Pêcheur, que je détestais. Moi, je détestais ce qu'a raconté Pêcheur, hein, vraiment. Voilà. L'idée de dévoiler ce qu'il y a sous le dire des gens, c'est terrifiant comme idée. Enfin, ou alors, t'es psychanalyste, hein, à ce moment-là, c'est autre chose, tu vois. Mais moi, ça me foutait les cheveux de raconter des trucs pareils. Et ah oui, je suis de cette génération, hein, vous avez compris, hein, je l'ai bien connu, quoi. Donc, l'idée qu'il y a un truc en dessous, là, qu'on va aller chercher, là, comme si on allait dans des fondations, c'est complètement terrifiant. Enfin, quand on y réfléchit, c'est absolument terrifiant. Mais par contre, si on se dit que voilà, toute vie est essentiellement pratique, il faut comprendre ce que tu as très bien dit. Il faut comprendre qu'est-ce qui est pratique. Qu'est-ce que ça veut dire la pratique du langage. Qu'est-ce que les gens font quand ils parlent et pas qu'est-ce qu'ils disent. On fiche d'un certain point de vue. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent? Pourquoi ils parlent comme ils parlent? Et c'est ce qui va, moi, me permettre, dans la suite de ma carrière, d'abord de développer beaucoup cette notion qui, je crois, a été ensuite reprise passablement, quoi, et surtout dans différentes disciplines d'ailleurs, mais surtout de mieux comprendre ce que je voyais dans les milieux de travail, puisque à partir de 81, je vais travailler dans l'univers de travail, au début avec Daniel Kergoat dans les usines de la métallurgie, après dans différentes situations de travail, et la notion de pratique langagière m'a permis de comprendre ce qui se passait dans les univers de travail où les gens ne tiennent pas des discours, hein. Du tout, du tout. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de discours. Hein. Toutes ces choses-là sont des choses hors univers de travail. Il se passe de toute autre chose qui sont une façon d'être avec le langage en tant qu'il est pris dans des univers industriels, dans des machines, dans des univers de machines. Et ça, c'est ce concept qui m'a permis, moi, de comprendre quelque chose aux univers de travail dans lesquels j'étais immergé en observation.